Excellent début du week-end à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Et intense activité diplomatique ce vendredi matin à la présidence de la République rwandaise. Le président Paul Kagame a reçu le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Ils ont discuté des relations bilatérales et exploré les moyens de rétablir la paix dans la région. Ce même vendredi matin, le président Paul Kagame a reçu dans son bureau du village Urugwiro le secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères du Qatar, Dr Mohamed Ben Abdelaziz Al Khulaifi. Les discussions portaient sur les relations entre le Rwanda et le Qatar et du développement de la région en général. Toujours en actualité nationale, le Premier ministre rwandais, Dr Edouard Ngirente, a officiellement clôturé les travaux de la 26e Assemblée générale des chefs de police des pays de la région de l'Afrique de l'Est, IAPCO en sigle en anglais, qui s'est tenue au Kigali Convention Center de Kigali. Cette réunion, qui a duré 3 jours, a été conclue par la 26e Assemblée des ministres ayant dans leurs attributions les forces de police dans les pays membres de l'IAPCO, un des organes constitutifs de l'Assemblée générale de cette organisation. De plus, pendant 1 an, le ministre de la Sécurité du Rwanda, Dr Vincent Biruta, présidera cette Assemblée des ministres. Le Burundi a remis le flambeau au Rwanda et se félicite des réalisations atteintes. Ensemble, nous avons montré qu'une collaboration stratégique et bien structurée est essentielle pour relever les défis sécuritaires transnationaux. Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs, au cours de la présidence du Conseil des ministres par le Burundi, l'une des avancées significatives fut la conclusion d'un mémorandum d'entente entre les IAPCO et le ministère de la Sécurité de la République populaire de Chine. Cet accord de coopération marque un tournant dans notre capacité collective à lutter contre les crimes tels que la fraude des télécoms, le jeu en ligne illégal et d'autres activités criminelles alimentées par la technologie. Nous attendons de ce partenariat un transfert de compétences, un soutien technique accru et une meilleure capacité à anticiper et contrer les nouvelles formes de criminalité, car notre région continue de faire face à des menaces complexes, notamment celles liées au réseau de trafic de drogue et d'êtres humains, au terrorisme et à l'extrémisme violent, aux crimes environnementaux tels que le braconnage et l'exploitation illégale des ressources naturelles, aux crimes liés à la contrefaçon et la violation des droits de propriété intellectuelle, aux crimes financiers, à la cybercriminalité et j'en passe. Ces défis exigent des stratégies coordonnées basées sur le professionnalisme, la neutralité et la transparence. Nous devons également renforcer et harmoniser les cadres juridiques communs et en optimiser le partage des renseignements. Parmi les mesures que nous pourrions adopter figurent le renforcement des plateformes régionales de partage de renseignements en temps réel, l'intensification des formations communes pour nos forces de sécurité, à l'instar de l'exercice sur terrain effectué dernièrement à Moshi, en République unie de Tanzanie, l'exploitation des technologies de pointe, notamment les outils de traçabilité balistique et les bases de données interconnectées. Les opérations conjointes et simultanées, à l'exemple de l'opération Salama effectuée annuellement entre la SADC et les IAPCO, l'utilisation de bases de données d'Interpol et sans être plus exhaustive, la collaboration accrue avec les communautés locales pour prévenir la radicalisation et renforcer la résilience communautaire.
En procédant à la clôture officielle de cette assemblée, le Premier ministre Dr Edouard Guilene a présenté les principales conclusions de la réunion, félicitant les participants pour le travail accompli et les encourageant à collaborer davantage pour faire face aux crimes, notamment ceux impliquant les technologies modernes. Le Premier ministre Dr Edouard Guilene a également demandé que les autres activités liées à cette réunion, comme les compétitions des équipes de police spécialisées dans l'utilisation d'armes et techniques de sécurité, soient renforcées et soutenues. La 26e Assemblée générale de l'IAPCO s'est tenue sous le thème « Renforcer la coopération entre les organes de maintien de l'ordre dans la région pour lutter contre le terrorisme, la criminalité transnationale et les crimes émergents ». Cette réunion se tiendra l'année prochaine en République du Soudan du Sud. Restons dans la région. Un grand nombre de réfugiés congolais hébergés dans les camps de transit de Ruggerero sont rentrés chez eux après que le M23 ait pris le contrôle de la ville de Goma suite à la défaite militaire infligée à l'armée de la RDC, les FARDC et ses alliés. Ceux qui ont pris le chemin de retour rapportent que selon les informations en provenance de leur pays, le M23 a rétabli la paix et la sécurité à Goma. Le détail avec Kassim Issouf. 343 réfugiés congolais sont rentrés chez eux jeudi depuis le camp de Ruggerero dans le district de Rubavu où ils avaient été temporairement installés. Des véhicules des organes de sécurité rwandaises ont transporté 275 réfugiés jusqu'à la frontière entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, connue sous le nom de la Corniche aux Grandes Barrières, où ils ont été accueillis par des combattants du groupe M23 qui contrôle la ville de Goma. Ces habitants de Goma qui ont pris le chemin de retour à domicile affirment qu'il s'agit d'une décision qu'ils ont prise après avoir appris que la paix était revenue à Goma. Bien que certains réfugiés aient rapidement décidé de retourner chez eux, 68 autres ont demandé à être hébergés temporairement chez des amis et des proches dans le district de Rubavu au lieu de rentrer directement. Il reste actuellement environ 200 réfugiés dans le camp de transit de Ruggerero. Ceux-ci affirment ne pas avoir encore décidé de retourner chez eux car ils doutent si la sécurité à Goma est vraiment rétablie de façon durable. Les réfugiés qui sont rentrés jeudi s'ajoutent à plus de 600 autres qui ont déjà regagné leur domicile mercredi. Restons toujours dans la région, plus précisément à l'est de la RDC, avec donc, pour comprendre un peu la situation sur le terrain, je vous invite à suivre cette analyse. Je dois attribuer l'échec de cette situation à Tshisekedi lui-même, au président du Congo, parce que le problème le concerne en premier lieu, et c'est lui qui doit trouver la solution adéquate au problème. Il a choisi de présenter le problème d'une manière irréaliste, croyant que le fait de présenter cette vision va convaincre le monde et le monde se tourner contre venir avec lui. Ça n'a pas été possible. Si je mets le problème dans le contexte de la communauté, du problème lui-même, comment est né le problème? Le problème date de longtemps, de très loin. Ça date de la fin du 19e siècle, avec la conférence de Berlin, essentiellement, où l'Afrique a été partagée, entre les puissances européennes de l'époque et Léopold, roi de Belgique, avait la propriété du Congo, qu'il a agrandi en y associant une partie du Rwanda, et surtout confirmé et affirmé avec, après la victoire des Alliés sur l'Allemagne et la venue des Belges ici au Rwanda comme en fait tenant lieu des colonisateurs
du Rwanda et du Burundi. Donc une partie du Rwanda a été donnée au Congo de l'époque, et ce n'est pas les terres qui sont parties seulement, c'est aussi les populations. Et le problème naît quand le Congo commence à dire « nous avons le territoire, ce territoire est congolais, mais les citoyens qui y habitent depuis ne sont pas congolais ». Et c'est là où naît le problème de M23. Mais ce problème naît de cette base historique, mais également d'un autre événement, l'idéologie génocidaire. L'idéologie génocidaire que les différents gouvernements du Rwanda avant le génocide ont cultivé, Kayibanda, Habyarimana, et qui ont conduit au génocide des Tutsis en 1994. Cette idéologie, Habyarimana l'a semée dans cette partie du Congo. Et en plus, quand les génocidaires ont échoué, la guerre, en 1994, ils sont entrés au Congo avec armes et munitions, et ils ont commencé à créer des troubles dans la population similaires à celle du Rwanda au niveau de l'est du Congo. Donc ce sont ces différents éléments qui montrent que le problème a des racines, je dirais, lointaines, et que les idéologues, essentiellement les idéologues du génocide, comme on les retrouve aussi bien au Burundi, au Congo, bien entendu, en partie en Tanzanie, et un peu partout dans cette région, sont en train d'être manipulés par Tshisekedi, qui, au départ, avec, je dirais, l'éducation de son père, comprenait bien le problème, la situation réelle, que ces citoyens sont des Congolais, mais qui, pour des intérêts personnels et politiques, il a choisi d'ignorer cette version et a choisi de dire aux Congolais, ceux-là ne sont pas des Congolais et il faut les combattre. Non seulement il a fait ça, il a dit ça aux Congolais, mais il a dit ça également à l'opinion du monde, les puissances européennes. Parce que le Congo représente des intérêts énormes pour les minerais stratégiques, ces pays, comprenant qu'ils peuvent puiser dans ces minerais, ils ont bien entendu accepté de jouer le jeu avec Tshisekedi. Oui, nous poursuivons donc ce journal avec toujours la RDC et l'Est de la République démocratique du Congo. Dans le cadre de l'entretien de la semaine, qui revient sur les principaux sujets d'actualité de la semaine, nous avons le plaisir de recevoir un spécialiste de la question, Tite Gatabazi. Bienvenue à l'entretien de la semaine. Je te remercie, cher Patrick. On était ensemble ici vendredi dernier, et puis il y a exactement une semaine, vous l'aviez pratiquement annoncé, hein, la chute de Goma, vu la situation sur le terrain, l'encerclement de la ville. Finalement, la ville est tombée entre les mains de M23. Comment expliquer ces débâcles? Comment expliquer ces débâcles? Bon, il était quasiment prévisible. Vous avez d'abord une armée nationale qui n'existe que de nom, gangrénée par la corruption, gangrénée par le tribalisme, le détournement. Je crois qu'il n'y a qu'en République démocratique du Congo où les officiers supérieurs vendent le matériel militaire aux civils. Et après, vous ajoutez la couche des alliés. Les FDLR n'ont pas les mêmes intérêts que les FARDC.
vous ajoutez les criminels Ouazalendo, qu'on a intégrés au FRDC, qui ne connaissent rien à l'art de la guerre. Vous allez chercher des Burundais qui ne sont pas terribles pour rester courtois. Vous y ajoutez des mercenaires qui n'ont pas d'état d'âme, qui viennent chercher de l'argent et beaucoup d'argent. Il y avait pratiquement près de 300 mercenaires européens. Hein? Oui, et donc, quand vous avez ce cocktail-là, comment voulez-vous mener une guerre et la gagner? Ajoutez à cela les bisbilles qu'on connaît entre les généraux, les lieutenants-colonels, pour qui le premier est tombé sur l'argent et comment il fait la distribution. Et tout ça n'est pas de nature à mener des combats ou alors à aller sur un champ de bataille. Depuis qu'on nous chantait la montée en puissance des FRDC, qu'on allait récupérer Bunagana, Bunagana s'est agrandi, jusqu'à arriver à Goma. Donc, la débâcle militaire était prévisible. Ce qui ne l'était pas, c'est la manière dont Goma a été gérée. Oui, on peut déjà faire remarquer à propos de mercenaires qui ont perdu le combat. Et on parle des sommes astronomiques qui sont payées par mois pour ces mercenaires européens. Oui. Quand, au même moment, les militaires de l'armée, la FRDC, touchent pratiquement rien. Moins de $100 par mois pour faire vivre sa famille. Et on donne des millions aux mercenaires, on donne des millions aux Burundais, on paye je ne sais combien à la SADC. Pour quel résultat? Un résultat qu'on est en train de vivre. Goma est tombé. Voilà. Et quelle leçon normalement Kinshasa devrait tirer de cette analyse? On a toujours dit que Kinshasa était à contre-courant. Je crois que l'ambassadeur Nsengimana vient d'expliquer l'origine du problème, mais en disant que Tshisekedi est le problème. Aujourd'hui, c'est vrai que Tshisekedi fait partie du problème. Tshisekedi veut la guerre, une guerre qu'il ne peut pas gagner. Tshisekedi veut continuer la guerre pour des intérêts bassement mercantiles. Tshisekedi veut continuer la guerre, je crois, pour caresser un peu son ego et dire quand j'étais président, j'ai fait la guerre, mais quand vous perdez de cette façon-là, non seulement vous avez la guerre, mais vous avez le déshonneur. On a remarqué immédiatement après la chute de Goma, il y a eu ce qu'on a semblé appeler des manifestations contre les ambassades à Kinshasa, les ambassades des pays occidentaux. Ouais. Il y a des pays africains, notamment le Rwanda, les ambassades qui ont été saccagées. Ouais. Comment on peut analyser cette situation? Est-ce que ce n'est pas un acte prémédité? Non, il n'y a pas l'ombre d'un doute quant à la préméditation et à l'incitation. Vous avez le ministre de la Justice, Constant Moutamba, qui appelle les jeunes à aller casser les ambassades occidentales. Vous avez l'un des grands communicateurs de l'UDPS, Joël Kitenge, qui fait le tour des plateaux télé pour dire si Goma tombe, Tokotumba, l'ambassade de Nyonso ya Mindele. Donc, pour dire, nous allons brûler les ambassades des occidentales. C'est ce qui est arrivé. Et dans la foulée, le ministre Mouyaya, qui joint sa voix à celle des autres en faisant beaucoup de zèle, il a félicité les casseurs. Mais admirez un peu l'élégance de la vice-ministre de l'Intérieur. On ne peut pas faire plus que ça. Dire que les casseurs sont des infiltrés rwandais, il fallait aller chercher ça. Il faut vraiment expliquer aux Français, aux Américains, aux Belges que ces jeunes délinquants qui ont cassé les ambassades à Kinshasa venaient de Kigali.
Ils ont traversé pratiquement... Ils sont, on ne sait pas comment, vous savez, Kigali a la magie de créer des super-hommes qui peuvent voler, qui arrivent je ne sais comment, mais la main sur le cœur et avec un air plutôt sérieux, il dit non, non, non. Nous avons organisé une manifestation pacifique. Les casseurs allaient chercher du côté de Kigali. On peut en rire, mais c'est vraiment très grave. Oui, c'est très grave. Et puis, remarquons que dans cette situation, Kinshasa semble avoir perdu la boussole, hein, parce qu'il n'y a pas de réaction constructive à la situation. Même les efforts régionaux, notamment la rencontre de Nairobi, où le président Tshisekedi était dans les abonnés absents. Oui. Je crois que j'ai fait un papier qui disait que la politique de la chaise vide se retourne toujours contre celui qui la pratique. Mais regardez un peu la logique de Tshisekedi. En fait, Tshisekedi est dans sa logique. Il veut, quel que soit le prix, comme dirait quelqu'un, maintenir la guerre à l'Est. Et donc, la route de Nairobi, il faut y mettre des obstacles. La voie qui mène à Luanda, il faut jouer du valse. Il faut dire oui aujourd'hui, l'après-midi, on dit non. Il faut multiplier les obstacles à Luanda et Nairobi pour maintenir la guerre à l'Est. Mais ce qui est beaucoup plus grave, je trouve, c'est ce à quoi on assiste depuis la prise de Goma. Goma tombe au moment où on a le Conseil de sécurité des Nations Unies à New York. On va dire que les déclarations des représentants des États sont plutôt équilibrées. On condamne du bout des lèvres et les sanctions derrière lesquelles Tshisekedi court depuis 3 ans ne sont pas au rendez-vous. Mais regardez le malaise de l'Afrique du Sud. Quand le journaliste de la télévision sud-africaine demande au ministre de la Défense, est-ce que nos troupes travaillent avec les FDLR? Et il était malheureux sur le plateau. Vous savez, vous comprenez, vous voyez, il a répété la question combien de fois pour dire, est-ce que des troupes sud-africaines, avec l'histoire qui est la nôtre, avec la sociologie qui est la nôtre, avec l'héritage de Mandela et de Simone Tutu, paix à leurs âmes, nos vieux, est-ce que nous pouvons nous permettre de nous associer directement ou indirectement à des forces génocidaires? Et ça, je crois que c'est l'épine de pied qu'il y a dans le pied du président Ramaphosa. Oui, restons justement en Afrique du Sud. Il y a eu ce ton du président sud-africain, hein, en proie à des difficultés devant son Parlement, son opposition. Il y a eu cette façon d'expliquer que les forces sud-africaines actives dans les forces de la SADC étaient des forces d'interposition. C'est faux. Non de force, combattante. C'est faux. Si Tshisekedi a fait partir East African Force, c'est parce qu'ils avaient un mandat non offensif. La SADC vient, Afrique du Sud, Malawi et Tanzanie, pour aller au front. Et c'est ce qu'ils font à l'est de la République démocratique du Congo. Et donc ça, c'est faux. Et la deuxième chose, c'est que c'est à la fois dire que c'est une force d'interposition, ça veut dire une mission de la paix. Ah non, ça c'est faux. Une mission de la paix, c'est le chapitre 6 de la Charte des Nations Unies qui dit aux militaires, vous n'ouvrez pas le feu. Vous allez séparer les gens. C'est ce que faisait East African Force et pas la SADC. Et la deuxième chose, c'est cette alliance avec les FDLR. Et donc ça, je crois que ça les ennuie beaucoup. Et donc je pense qu'en Afrique du Sud, sans rentrer dans la cuisine interne qui n'est pas
joli aussi. Ramaphosa portera quand même sur ses épaules d'avoir fait perdre la majorité de l'ANC au Parlement. C'est la première fois que ça arrive depuis 1994. Mais aussi l'image et le poids diplomatique de l'Afrique du Sud est en train de s'effriter à cause des conflits d'intérêts. Ils ont raté le rendez-vous au Mozambique pour secourir le voisin immédiat qu'il a été par le Rwanda. Je crois que ça les a chiffonnés un peu, mais pour de mauvaises raisons. Et aujourd'hui, à l'est du Congo, ce n'est ni politiquement rentable, diplomatiquement, ils ont des problèmes. Et sur le plan opérationnel, on a vu ce qu'on a vu. Et donc, efficacité, aller circuler, il n'y a rien à voir au niveau de l'efficacité. Donc, l'orgueil maintenant de dire on a perdu Goma, on veut revenir, on veut ajouter le nombre des militaires et même du matériel. Est-ce que vraiment c'est le nombre qui a manqué à l'Est? Avec FARDC, avec FDLR, avec Ouazalendo, avec des Burundais en cascade, est-ce que c'est le nombre qui a manqué? Ou c'est la cause qui n'y est pas? On ne sait pas pourquoi on vient tirer sur des Congolais qui ont des revendications légitimes. C'est ça le nœud du problème. Que vient faire la SADC? Oui. Tirer sur des enfants de la maison qui sont en train de revendiquer leurs droits. Au nom de quoi vous venez? Entre-temps, fait étrange, à Kinshasa, la presse est pratiquement muselée, où il y a des menaces qui ont été proférées envers la presse pour ne pas divulguer la situation réelle à Goma. Nous avons suivi l'autorité en charge de la presse qui menaçait directement les hommes et les femmes des médias. Ils ont commencé bien avant. Ils censurent Al Jazeera. Parce que Al Jazeera a mené une interview, il menace RFI et France 24, et de l'aveu même de Christian Bossembe, qui est le patron de la régulation des médias, il dit RFI, il marche maintenant sur nos instructions, et donc eux, ils peuvent rester. Et interdiction formelle, ça veut dire d'informer. Il est interdit en République démocratique du Congo aujourd'hui d'informer et de parler de ce qui se passe à l'Est. Ça, c'est la première des choses. Même dans les groupes WhatsApp, parce que j'ai lu son communiqué ce matin, je me suis dit, allez, ça y est. Même dans vos groupes WhatsApp, n'osez pas parler de Goma et ses environs. Pourquoi? Parce qu'il y a un désarroi. En 30 secondes, oui. La chute de Goma, qu'est-ce qui vient après? Qu'est-ce qui vient après? Je crois qu'il y a un gros challenge pour l'AFC M23, on nous dit depuis ce matin qu'ils sont arrivés à sécuriser la ville. Il faut que ça reste et que ça se renforce, mais ils doivent administrer cette ville. C'est presque 2 millions d'habitants. Goma, 2 millions d'habitants. Goma qui grouille. Hein? Il faut administrer. Il faut assurer les services de base, l'eau, l'électricité, Internet. Il faut que les enfants aillent à l'école. Et après, maintenant, vous passez à la phase reconstruction. Il faut des hôpitaux, il faut réhabiliter les écoles. Goma a des belles routes quand même. Au niveau des routes, ça va. Il n'y a pas beaucoup de problèmes. Mais le plus difficile, c'est de changer la mentalité. L'inversion des valeurs, réhabiliter les valeurs, ça, c'est le plus gros qu'ils ont à faire. Mais ça va s'étaler sur la durée. Merci à vous, Tite Gatavazi. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes expert dans la politique régionale. Nous vous remercions de votre aimable participation à ces différentes interventions. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette grande édition du journal en langue française. Excellent week-end à toutes et à tous.